Alors, comment est-ce qu'un continent qui a passé des siècles à se déchirer a finalement réussi à construire la plus longue période de paix de son histoire? C'est toute l'histoire de la construction européenne. Un projet un peu fou, né d'une idée toute simple, faire en sorte que la guerre devienne matériellement impossible. Imaginez un peu le décor. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Partout, c'est la ruine, le désespoir. Et pourtant, c'est là, au milieu de tout ça, qu'une idée commence à germer. Cette phrase, elle a été écrite par un résistant allemand en 1944, et elle résume tout. C'est la motivation de toute une génération. Il faut que tous ces sacrifices aient un sens. Et pour ça, il faut construire une union. Donc on arrive en 1945. Le défi est colossal. L'Europe n'est qu'un champ de ruines. Et surtout, la méfiance est partout. Particulièrement entre la France et l'Allemagne. Leur rivalité a quand même provoqué 3 guerres en moins d'un siècle. Alors forcément, tous les dirigeants se posent la même question. Une question fondamentale. Cette question, c'est comment faire pour que ça n'arrive plus jamais? Comment être sûr que l'histoire ne va pas se répéter encore et encore? Parce que les traités de paix classiques, on a vu ce que ça donnait, ils ont tous échoué. Non, là il fallait une solution beaucoup plus radicale, une idée qui allait complètement changer les règles du jeu. C'est ce défi que vont relever ceux qu'on appelle les pères fondateurs de l'Europe, comme le français Jean Monnet. Et la réponse, la voilà. Elle est proposée par le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman. Et c'est là que c'est génial. La solution, elle n'est ni politique ni militaire, elle est économique. L'idée, c'est de mettre en commun les industries qui servent à faire la guerre, le charbon pour l'énergie et l'acier pour les armes. Logique, non? Si la production est partagée, impossible de préparer une guerre en cachette contre son voisin qui est aussi devenu son partenaire. Alors l'idée est brillante, c'est sûr, mais une idée, ça ne suffit pas. Il faut la concrétiser. Et c'est un point essentiel. La construction européenne, ça ne commence pas avec de grands discours enflammés. Non, ça commence avec des actes très concrets. L'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle une solidarité de fait. En gros, rendre les pays tellement interdépendants que leurs destins sont liés. Et ce premier acte concret, c'est la création de la CCACA en 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 6 pays se lancent dans l'aventure, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et attention, ce qu'ils font est révolutionnaire. Pour la toute première fois, des pays acceptent de transférer une partie de leur pouvoir à une autorité qui est au-dessus d'eux, une instance supranationale. Ça y est, le projet est vraiment lancé. Et ça marche. Le succès de la CSCA est quasi immédiat. Du coup, ça donne envie d'aller plus loin. À partir de cette première brique, le projet va grandir étape par étape. On avance pas à pas. 1957, le traité de Rome met en place un marché commun. Puis, grand saut en avant en 1992 avec le traité de Maastricht qui crée l'Union européenne. Et la suite logique, 10 ans plus tard, ce sera la monnaie unique, l'euro. Revenons un instant sur cette étape de 1957, parce qu'elle est capitale. Les 6 mêmes pays signent donc les traités de Rome. Ils créent la Communauté économique européenne, la CEE. Là, l'ambition grandit. Il ne s'agit plus seulement du charbon et de l'acier. L'objectif, c'est de créer un immense marché unique. Un espace où les marchandises, les services et même les gens pourraient circuler totalement librement, sans plus aucune barrière douanière. À partir de ce moment-là, l'histoire de la construction européenne va avancer sur 2 jambes, si on peut dire. 2 grands mouvements qui se passent en même temps et qui expliquent encore aujourd'hui comment elles fonctionnent. D'un côté, on a l'élargissement et de l'autre, l'approfondissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'élargissement, c'est facile à comprendre. C'est quand la famille s'agrandit. De nouveaux pays rejoignent le projet. L'approfondissement, c'est un peu différent. C'est quand les membres qui sont déjà là décident de faire plus de choses ensemble, de resserrer leurs liens. Par exemple, ils créent une politique agricole commune, ou, l'exemple ultime, ils décident d'adopter la même monnaie. Et visiblement, le projet séduit. Le petit club des 6 pays fondateurs ne va pas le rester longtemps. Le nombre de membres n'arrête pas de grandir. Regardez, on passe à 12 en 1992, puis 15 en 1995. C'est logique, le succès économique et la stabilité politique de cette communauté, ça attire forcément les pays voisins qui sont des démocraties. Mais bon, au-delà de tous ces chiffres, de tous ces traités, le plus grand succès, il est ailleurs. Il est humain, il est symbolique. Prenez cette image en 1984. On est à Verdun, le lieu d'une des pires boucheries de l'histoire, entre Français et Allemands. Et là, on voit le président français Mitterrand et le chancelier allemand Kohl, main dans la main. C'est un geste d'une force incroyable. Les anciens ennemis jurés réconciliés. Là, on peut se dire que l'objectif de la paix, il est atteint. Donc, on a bien ce double mouvement. L'union s'élargit et en même temps, elle s'approfondit. Et le meilleur exemple de cet approfondissement, c'est le chemin qui a mené à l'euro.
Le marché commun, c'était un énorme succès. Mais pour aller encore plus loin, il fallait passer à une autre étape. C'est ce qui se passe avec le traité de Maastricht en 1992. Là, on ne parle plus seulement d'économie, on entre dans le politique. L'Union européenne est née. Et quoi de plus logique pour souder cette union que d'avoir une monnaie commune? Et puis, en 1989, tout bascule. La chute du mur de Berlin. Cet événement change complètement la donne. D'un coup, l'Europe n'est plus coupée en deux. Les pays d'Europe de l'Est, qui étaient sous domination soviétique, sont enfin libres. Et leur premier réflexe, c'est de se tourner vers l'Union européenne. Ça va ouvrir la porte à une vague d'élargissement immense, mais ça va aussi amener de tout nouveaux défis. Forcément, face à toutes ces demandes d'adhésion, il a fallu mettre en place des règles du jeu claires. On ne peut pas entrer dans le club comme ça. Ce seront les fameux critères de Copenhague définis en 1993. En gros, pour pouvoir adhérer, un pays doit montrer patte blanche. Il doit prouver qu'il est une démocratie stable, qu'il respecte l'état de droit et les droits de l'homme, et aussi qu'il a une économie de marché qui tourne. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on remplit les critères que l'adhésion est automatique, loin de là. Le processus est souvent très long, très complexe. L'exemple de la Turquie est parfait pour illustrer ça. La Turquie est officiellement candidate depuis 1987, mais les négociations bloquent. Elles butent sur des problèmes politiques très compliqués, comme la situation à Chypre, ou des questions liées à l'état de droit. Et il faut aussi compter avec les réticences d'une partie des citoyens dans les pays déjà membres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un projet terminé. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. C'est un projet qui est né d'un rêve de paix et qui s'est construit petit à petit par vagues successives d'élargissement et d'approfondissement. C'est vraiment un processus historique unique au monde, et la bonne nouvelle, c'est qu'il continue de s'écrire là, juste sous nos yeux. On peut le dire, la mission de départ, assurer la paix, c'est une réussite spectaculaire. Mais le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de 1950. Maintenant, les défis s'appellent changement climatique, révolution numérique, nouvelles tensions géopolitiques. Face à tout ça, l'Union doit inventer de nouvelles réponses. La question, ce n'est plus seulement comment on garde la paix entre nous, mais plutôt quelle est notre place, quel est notre rôle dans ce monde qui a complètement changé.